Bien le bonjour et bienvenue à la prescription avec Dr Fred Lambert. J'espère que vous allez bien. Pour ma part, tout baigne. C'est la fin de l'été. Toujours un peu triste cette période quand même. Pourquoi? Simplement parce que c'était plaisant. J'ai eu la chance d'enseigner, faire quelques concerts, préparer une très grosse rentrée. D'ailleurs, au courant des prochaines semaines, j'aurai beaucoup d'annonces pour des concerts, soit avec l'Orchestre métropolitain, le Quatuor Molinari, des sorties d'albums. Bref, je suis très occupé, mais je vais en faire vraiment une bonne promotion à ce micro et vous encourager évidemment à, comme je dis souvent, à prendre une douche et de mettre des beaux vêtements et d'aller voir des concerts, de sortir, aller voir des shows. Il faut continuer à encourager l'art vivant, c'est important. On est quand même dans une période de crise, si vous n'êtes pas encore au courant, si vous ne lisez pas les journaux, mais si vous lisez, vous le savez. Alors, voilà. Et aujourd'hui, j'ai la chance de parler avec une artiste que j'aime beaucoup, qui pratique mon art préféré. Étrangement, c'est pas la musique, mais c'est bien la danse. Alors, sans plus tarder, laissez-moi vous présenter la chorégraphe Danielle Desnoyers. Danielle Desnoyers est directrice artistique du Carré des Lombes. Son répertoire, constitué d'une vingtaine d'œuvres, témoigne d'une pratique profondément ancrée sur le mouvement et d'un dialogue riche et constant entre le langage du corps, la musique, le son et l'espace. Depuis plus de 30 ans, son travail est traversé par l'idée de rencontres avec de multiples collaborateurs. Plus récemment, la chorégraphe décloisonne sa propre discipline et réalise de multiples projets atypiques tels que le cycle Les scénographies paysages dans des environnements naturels. Elle œuvre également sur des commandes chorégraphiques dont celle qu'elle réalise pour la Fondazione Nazionale della Danza Arte Balletto en 2022. Parallèlement à ses activités de création, elle enseigne au département de danse de l'Université du Québec à Montréal, dont elle a été directrice de 2019 à 2022. Voici ma conversation avec Danielle Desnoyers. Oui, on peut Je vais le mettre comme ça. Assez proche, trop loin. Tu sonnes merveilleusement bien. Ça marche. C'est parti. En plus, on se retrouve à l'UQAM tu es encore prof. T'es prof. Est-ce que t'es prof à temps plein? Je suis encore prof à temps plein. Okay. Oui, c'est mon dernier automne d'enseignement. Non. Oui. Qu'est-ce que ça veut dire? Après, j'arrête. T'arrêtes quoi? T'es pas rendu à la retraite, là? Non, mais pas loin. Puis avant, justement, d'être à la retraite, T'as une liste de choses à faire? Ouais, c'est ça. Exactement. OK. Exactement. Allons dans le sujet. Alors, cette liste, j'en suis intrigué. C'est-tu des listes de création? Ouais, c'est ça. En fait, c'est des listes de création. Je pense que je veux créer encore quelques temps, bien sûr. Ben, je pense qu'on peut créer toute notre vie, là. Mais c'est pas la même chose, faire des productions, des spectacles. Mais j'ai envie de créer. Puis, je pense qu'il faut savoir s'arrêter à un moment donné. Mm-hmm. Ouais. Mais c'est sûr que je me suis toujours demandé comment tu faisais pour travailler au département de danse à temps plein puis avoir un peu d'espace dans la tête pour créer. Ça, je l'ai jamais réellement compris. Ouais. Parce personne ne me comprend, d'ailleurs. Mais est-ce que c'est quand tu faisais ça faisait partie de ta recherche? Quand tu faisais une recherche? Oui. Comme tu sais, en tant que professeur, il y a toujours une portion, en fait, ça devrait être un équilibre entre l'enseignement, la recherche, puis tout ce qui s'appelle service à la communauté, donc réunion, participation des comités, tu sais. Ça, c'est quand même une partie assez importante. Mais la partie recherche, moi, je l'ai déversée dans des créations. Dans lesquelles j'ai impliqué parfois des étudiants, parfois pas. Ça dépendait des projets, mais avec le temps, j'ai réussi finalement à créer avec des gens que j'ai pratiquement des équipes que j'ai rencontrées presque tous ou toutes à l'UQAM, finalement. Mais ça, c'était peut-être la bonne affaire, intelligente affaire, c'est d'être dans un endroit où tu as tous les jeunes talents qui se présentent, qui sont en formation, dans lesquels tu les vois se transformer, tout ça, et dans lesquels tu participes, mais après, tu peux dire, ben écoute,
Oui. Viens-t'en dans le monde professionnel, c'est une espèce de tremplin, puis il y en a plusieurs qui ont passé dans cette école-là avec toi. Là. Ouais, puis oui, plusieurs, puis c'est sûr que, tu sais, j'embauche pas 100 personnes par année, mais c'est sûr que ah oui, c'est ça qui est fantastique, je les vois grandir, je les vois se déployer, je vois leur identité artistique se développer, c'est tellement, ça donne de l'énergie pour moi aussi créer. Mm-hmm. Ça donne des idées? De les voir travailler? Ben, sûrement, moi, je suis un peu curieux de ta façon de travailler parce que, tu sais, j'ai reçu déjà quelques chorégraphes ici. Tout le monde a une façon de faire, tu sais, on se connaît quand même depuis quelques années, tu sais, c'est pas la première fois qu'on se voit. Tu sais, puis j'étais allé chez toi, puis j'ai fait du brainstorm d'idées, j'avais amené de la musique parce que tu m'as aidé à certains moments. Des fois, je te consulte. Ben ouais, puis c'est le fun, mais tu sais, ça m'a toujours un peu épaté, même quand j'allais chez vous. Tu sais, j'adore ta maison, dans laquelle il y a des bouquins, il y a des disques, il y a plein. Tu sais, c'est un lieu de culture super chaleureux, qui te représente bien parce que t'as la tête qui va dans plein d'endroits, que ce soit justement de la littérature un peu, tout ça. Puis quand tu pars, malgré ça, tu sais, puis j'ai vu pas mal, pas tous tes premiers shows, là, mais tu sais, à partir de 2010, je les ai pas mal toutes vues à Montréal. Je suis présenté à Montréal, il y en a en France, en Europe, mais le processus créatif un peu m'intrigue, tu sais. Ça part d'une idée, ça part, il y en a qui vont simplement aller en studio, amener un peu de musique, vont laisser bouger un peu les interprètes, vont faire « Ah, OK, on s'en va là. » tu sais, puis j'en parlais justement dernièrement avec Virginie Brunel qui a vraiment sa technique, sa façon de faire qui part de musique avant tout, puis après de mouvement libre, puis après elle commence à rediriger, à prendre le matériel brut, puis le squeezer, qu'on pourrait dire. Dans ton cas, il y a quelque chose de plus, je veux pas dire plus intellectuel, mais je sais que tu passes un beau temps, je pense, à réfléchir. Peut-être que je me trompe. Ouais, peut-être que je réfléchis, oui. Oui, en fait, j'incube. C'est comme, pour moi, quand je rentre en création, c'est comme un peu, je suis comme une forme d'incubateur autonome. C'est sûr que oui, je travaille avec différentes surfaces, différentes. Il y a pas que le mouvement dans ma vie, il y a autre chose. Comme tu le mentionnes, il y a la littérature, il y a la musique. Tout le monde pense que j'écoute tout le temps de la musique chez moi. J'en écoute pas tant que ça, mais quand j'en écoute, je suis compulsive. Ouais, c'est ça. Si je veux utiliser une pièce, ben je vais écouter toutes les versions de cette pièce-là. Tu sais, je vais être impulsive. Puis cinéma aussi, je présume un peu. Pas autant que je voudrais, parce qu'on voit moins aussi. Je fais partie des gens qui vont moins au cinéma qu'avant. C'est un peu bon, on n'entrera pas là-dessus, mais en fait, toutes les disciplines confondues m'intéressent. Je dirais même le sport, je m'intéresse. En fait, bon, je suis un incubateur de plusieurs choses. Puis après ça, quand j'entre en studio, j'ai quand même j'ai quand même des traces en tête. J'ai quand même. C'est sûr que la musique a été très présente dans ma vie, peut-être parce que j'ai étudié la musique aussi parallèlement à la danse. Ça a été. Il fallait que je choisisse à un moment donné entre la musique, tu sais, d'étudier la musique de façon beaucoup plus professionnelle ou la danse. Tu me l'as jamais dit ça, je savais pas. Ah non, je le dis pas beaucoup parce que je veux pas carburer là-dessus. Mais tu jouais quelque chose? Piano. Tu jouais piano, ouais. Mais j'ai commencé à l'âge de 6 ans. Et de façon très intensive jusqu'à l'adolescence. Et la danse, elle est arrivée plus tard, évidemment. Non, la danse en même temps. En même temps. Puis moi, ce que j'ai toujours aimé dans la danse, c'est qu'il y a la musique. Tu sais, quand j'étais enfant, puis que puis ma position à la barre était toujours à côté du pianiste, c'était vraiment il y a un pouvoir d'attraction. Tu sais, j'absorbais la musique comme une éponge. Donc, l'entraînement de ballet, là. Enfant ballet. Enfant ballet. Oui, enfant ballet. Mais j'ai découvert à l'âge de 16 ans la danse contemporaine. Wow. Fait que ça, c'était assez jeune pour mais quand rentrer même, là-dedans. T'as fait 10 ans de ballet, là, avant de flipper de l'autre côté. Ouais. Wow. Mais ça, c'est quand... Parlons de ça un instant, parce que des fois, j'en parle avec des collègues à toi, des amis à moi, qui sont en danse contemporaine, puis ils me disent tous que oui, souvent, le background de ballet est pas nécessairement essentiel, parce qu'il y en a qui réussissent à faire autre chose, mais que disons que c'est une solide base, puis que c'est très voyant
lorsqu'un danseur arrive puis que c'est justement que tout ce langage-là qui est en lui. Toi, est-ce que c'est quelque chose que tu recherches nécessairement ou pas? Chez un danseur ou une danseuse, interprète? Non. Je trouve qu'aujourd'hui, les formations avant, en tout cas, je pense à ma génération, par exemple. J'aime pas parler en termes générationnels. Pourquoi? Mais, en fait, oui, il y a quand même des différences énormes, hein, on va les nommer. Moi, à l'époque, tu sais, dans mon village, je pouvais pas faire de danse contemporaine, c'était uniquement à Montréal. Fait que c'est sûr, l'accès que j'avais à la danse était la danse classique. Mais si j'avais eu le choix, peut-être que je serais allée vers une autre forme de danse. À ce moment-là, il y a juste, moi, il y avait le ballet jazz qui existait, puis je détestais ça parce que je trouvais ça trop sexy. Puis j'étais pas bien là-dedans. Je voulais pas danser ça. Sexy, ça. Ouais, c'était sexy à l'époque. T'es déhanché, puis tout ça, puis j'aimais pas cette forme de danse, j'aimais pas la musique non plus. Et le ballet jazz, c'est-tu encore, ça existe encore, le monde font du ballet jazz? Ça a changé. Il me semble que j'entends plus ce terme-là. Juste ce mot-là, ouais. Ballet jazz. Oui, en plus, c'est pas du jazz vraiment. Non, exact. C'est pas du ballet non plus. Ouais, je pense qu'il y a des formes fantastiques qui existent encore. Je pense à New York, je pense à tout ce qui est Broadway, qui émerge du jazz. Ouais. Mais ça, c'est magnifique, hein. Mais même ça, on dirait que je classifie ça de Broadway, carrément. Oui, c'est ça. C'est ça, ballet jazz, il me semble, ça fait longtemps. On n'en entend plus parler. Vraiment. Il y a la compagnie qui porte ce nom-là, mais ils ont même transformé leur nom pour les BGM, par exemple. Exactement. Mais sans porter de jugement de valeur sur cette forme-là, c'est une forme qui a existé, que j'ai même expérimentée, mais dans laquelle je me sentais vraiment pas bien. Alors que la danse classique, j'aimais la rigueur de cette danse-là, mais j'aimais profondément la musique qui accompagnait cette forme-là. Qui est du grand répertoire, évidemment. Du grand répertoire, puis tu sais, à l'époque, il y avait des grands accompagnateurs aussi qui oui. Fait que, il y en a encore, hein, d'ailleurs. Moi, j'ai une amie avec qui j'ai étudié longtemps à l'université McGill qui maintenant est au ballet de Winnipeg. Winnipeg, ils ont des ballets là-bas. Puis elle est répétitrice là, donc elle est pianiste à temps plein là, donc elle doit se claquer tous ces grands ballets-là, mais en version piano pour les répétitions. Oui. Mais elle dit que c'est la plus belle chose qui est jamais arrivée dans sa vie comme travail, parce qu'elle dit du côtoies, elle dit, écoute, tu joues ça puis t'as ces corps, elle dit ton piano fait bouger ces corps là, ça a aucun bon sens, ça a aucun bon sens. Puis t'as raison, c'est ça, ça donne un accès. Toi, est-ce que t'écoutais les versions orchestrales chez toi, en disque ou non, parce même que pas? Chez moi, le seul disque qu'il y avait, c'était les 4 saisons de Vivaldi que j'ai écouté jusqu'à temps que le disque soit transpercé. Ouais, c'est ça. Que les sillons n'existent plus. Non, ça n'existait pas chez moi. Pourtant, on m'a fait étudier, mais après, quand j'ai étudié, j'ai toujours voulu faire des pièces comme ben trop difficiles. On me disait toujours, wow, sois patiente. Ça viendra, mais je vais sauter une étape importante, mais bon, bref, ça a été présent. Je pense que c'est une constante dans ma vie. Puis ce moment-là de pivot, de dire, bon, là, sur quel pied je vais aller? Est-ce que c'est piano ou danse? C'était vers 16 ans, c'était à ce moment-là? Plus jeune, plus vers 13 ans, 13 ans à peu près. Ouais. C'est un choix déchirant. C'était déchirant pour que je sois hissée sur un petit banc. Pour atteindre le téléphone puis dire je choisis la danse. Ça, je me souviens du moment à l'été. C'est comme un moment un peu triste de un espèce de truc qu'on abandonne. C'est ça qui est un peu tough avec la musique. C'est le fun d'encourager les jeunes à en faire, mais ils ont quand même ce moment-là. Tu sais, j'en connais dernièrement des jeunes ados qui, à 17 ans, je m'en vais au cégep, puis ça sera pas ça. Mais ça fait mal, là. C'est comme ça fait partie de ta vie tous les jours depuis combien d'années? C'est que t'es retiré de la société, t'es retiré, tes frères, tes sœurs jouent dehors, toi tu répètes, tu fais tes gammes, t'es complètement en dehors de la société, en fait. Puis quelque part, tu t'habitues à ça, puis là, un jour, tu t'abandonnes ça, puis c'est comme, quoi? Qu'est-ce que c'est bien étrange. Mais, finalement, t'as fait la danse, donc t'as pris le ballet plus au sérieux. Et là, tu disais tantôt village. Quel village t'étais? Moi, je suis originaire de Richelieu. OK. Ouais. Et là, tu as déménagé à Montréal pour les études universitaires? Éventuellement, après plusieurs
séjour à l'étranger, tout ça, éventuellement, je me suis retrouvée à Montréal pour étudier la danse au département de danse de l'UQAM. Là, j'ai fait le choix. Mais avant ça, j'ai étudié dans différentes institutions, Pointé Pieds Nus. J'ai étudié avec Linda Rabin, qui, avant qu'elle fonde l'école, cette grande école qui était l'ANMI, qui est devenue l'école de danse contemporaine de Montréal. Tu sais, j'ai quand même fréquenté Montréal avant, mais pour y étudier à temps plein, c'était pour venir au département de danse de l'UQAM. Tu as été interprète pendant un certain temps? J'ai été interprète quand j'ai été au département de danse de l'UQAM. J'ai rencontré Jean-Pierre Perrault. Il y a créé Joe pendant que j'étais là comme étudiante et après il m'a invité à travailler professionnellement au sein de sa compagnie pour la continuité de Joe, mais aussi pour ses créations de groupes Stella, Piazza, les projets, les grands projets là. Oui, c'était ton premier emploi de danse. Oui, moi je suis sortie de mes études puis j'ai été tout de suite professionnelle. C'est ça. J'ai travaillé beaucoup comme interprète. Ouais. Combien d'années avant que tu fasses le saut pour chorégraphe? Ben, ça s'est fait parallèlement. Quand j'étais aux études, on m'encourageait beaucoup à créer, mais j'étais pas prête encore. Je voulais plus être interprète. Mais pourquoi on t'encourageait? Parce qu'ils voyaient de quoi en toi déjà de naturel à aller? Peut-être, c'est ça. Étant professeur, peut-être que je vois que souvent j'encourage des gens à poursuivre en création parce que je vois comme un potentiel ou je vois toute la dimension artistique de l'étudiante, c'est toute cette voix, je l'encourage bien sûr. Puis oui, peut-être qu'on voyait ça en moi, mais c'est vraiment en travaillant comme interprète. Puis c'est beaucoup en observant Jean-Pierre travailler que je me disais c'est beaucoup plus ça que je veux faire. C'est beaucoup plus j'étais pas très patiente comme interprète aussi. Fait que ça demande beaucoup de patience, un processus de création, tout ça fait que j'observais Jean-Pierre travailler puis je me disais tout le côté multidisciplinaire, c'est ça qui m'intéresse, tu sais, travailler l'éclairage de plateau, tu sais, travailler le plateau, tout le plateau au complet. Avec ou sans collaborateur, mais c'est comme de travailler le plateau. Mais c'est multidisciplinaire, ça? Ou c'est pas multitasking plus que d'autres choses? Parce qu'aujourd'hui, le mot multidisciplinaire, tu sais, on dirait surtout en danse, qui est souvent dit, tu sais, là, après, on a des danseurs qui se mettent à faire tout d'un coup un dialogue sur scène, puis là, il y a quelque chose d'autre qui est intégré, tout ça. Toi, c'est pas moi, je t'ai jamais associé vraiment à ce courant-là, personnellement. Est-ce que je me trompe? Est-ce que... Ben, je te dirais que le multidisciplinaire se fait dans l'intégration d'artistes provenant de d'autres disciplines. Moi, personnellement, je suis une spécialiste de la danse. Du mouvement. C'est du mouvement. Le corps est pour moi mon médium principal. Mais pour travailler d'autres dimensions que le corps seul dans l'espace, j'ai besoin de travailler avec d'autres artistes qui ont développé une pensée, qui ont développé non pas de l'habileté, mais une pensée par rapport à leur pratique. Mais je ne suis pas musicienne, je ne suis pas peintre. Non, c'est ça, t'es chorégraphe. Je suis pas profondément c'est ça, chorégraphe. C'était quand la dernière fois que t'as dansé, tu t'en rappelles-tu? Oh mon Dieu, c'était dans les années 90, je pense. Jean-Pierre m'avait invité à revenir au sein de sa compagnie pour un projet spécifique, pour un projet qui était échelonné sur 5 heures. La représentation durait 5 heures. Oh mon Dieu. Et il avait invité sa gang habituelle, mais moi, ça faisait un petit bout de temps que j'avais quitté la gang, là. Mais j'étais toujours autour, tu sais. J'étais très proche de Jean-Pierre. Et il m'a invité comme interprète. Il dit, il faut que tu danses encore. Puis j'avais accepté. Mais c'est quelque chose de revenir à cette pratique, tu sais, avec des gens à mes côtés, Louise Bédard, Marc Boivin, tu sais, toutes les plus grands de la période. Puis moi, de me retrouver, je te dis, ça me demandait beaucoup d'humilité, je te dirais. Ouais. Mais c'est pas facile j'étais comme un poisson dans l'eau en même temps parce que j'avais tellement dansé aussi. Mais est-ce qu'arrêter de danser, ça a été difficile?
Oui, et ça a été extrêmement difficile parce que j'aimais ça, là. Tu sais, je disais tout à l'heure, j'étais pas patiente, mais j'aimais énormément danser. J'aimais, ça, sais-tu, j'étais pas patiente par rapport aux autres interprètes. J'étais plutôt solitaire dans ma pratique. Pour moi, la dimension communautaire de la danse m'intéressait pas. Moi, j'aimais travailler avec un auteur. Moi, j'aimais travailler me dédier à la penser à l'art d'une autre personne, d'être à l'écoute, puis d'essayer de trouver ma réponse par rapport à ce qu'on me proposait. J'aimais beaucoup ça, ce dialogue-là, mais j'aimais l'avoir avec le chorégraphe. Oui, je comprends. Ouais, que ça se passe pour bien connecter, puis j'aimais beaucoup ce travail-là, beaucoup. Puis mais c'est l'exigence de l'autre pratique qui fait que j'ai arrêté de danser. OK, moi je pensais que c'est peut-être une accumulation de blessures comme beaucoup de danseurs. Oui, mais t'as été correct? T'as-tu été épargné un peu? Non. Non, comme tout le monde, j'ai pas été épargné, j'étais plutôt pas épargné. Okay. Mais c'est surtout le goût de l'autre pratique. Oui, c'est ça, c'est l'exigence de ma pratique, tu sais, la fulgurance aussi du développement de mon travail quand j'étais jeune. Fait que ça m'amenait à faire des choix. Ben moi, de plus en plus, par contre, là, je parlais de corps puis de blessures, mais tu sais, dernièrement, j'en ai fréquenté quelques danseurs sur des projets qui sont dans la cinquantaine. Puis c'est de plus en plus mais ça commence à être présent. Il me semble, moi, quand j'ai commencé à faire des projets en 2010, il y en avait pas vraiment dans cet âge-là. Non. Parce que c'est des gens qui étaient tôt. Je sais pas si est-ce une bonne chose de persister, de danser longtemps si le corps le permet, je présume. Moi, je pense que c'est fantastique de pouvoir danser longtemps, puis on a besoin d'exemples. On a besoin de voir ces artistes-là sur scène. On a besoin, comme créateurs, on peut les nommer aussi. Moi, ça me dérange pas. Tu sais, il y a... Attends. Là, j'ai Peter qui travaille avec Virginie. Là, j'ai pas son nom. Merci beaucoup. Lui. Dans ta compagnie, il y avait Bernard. Bernard, voyons. Et là, on va avoir de la misère avec les noms. Ça, c'est la fatigue, parce que là, si je commence, il y a Chi aussi. Il y a Chi Long, il y a... ça, c'est les 3 noms qui me viennent vite. Mais il doit en avoir d'autres que toi, tu connais aussi. Il y a, dans peut-être une génération, il y a, tu sais, des gens comme Nicolas Patry qui continue sa carrière, tu sais, je pense à Kimberly de Young, qui a comme 3 enfants, qui continue à danser, qui est merveilleuse. Jamie, elle continue aussi. Jamie Wright, à certains moments. Lucie Vigneault. Je sais pas je sais même pas s'ils ont quel âge, mais tu sais, je présume. Je sais pas, moi non plus. Ils sont dans la quarantaine avancée, là, mettons, on va dire. Mais, tu sais, ils sont encore dans la pratique. Moi, c'est comme c'est ces gens de cet âge-là, puis là, tu vois, on en a plusieurs. Lucie Vigneault. Il y en avait pas de temps, hein. Il y en avait pas de temps, il y a 10 ans, là. Je pense aussi que je le vois, les interprètes reçoivent ou se donnent ou se procurent ou reçoivent de meilleurs soins aussi pour leur longévité. Et dans les pratiques d'entraînement, ces personnes vont chercher des pratiques d'entraînement beaucoup plus adéquates par rapport à ce qui était dans une autre génération, on va dire. Moi, j'étais blessé, on tape la jambe puis on fait chaud, là. T'as une fracture, t'as tape, tu y vas. T'as pas eu l'ostéo puis le physio, non, tout moi, ça. c'est des mots qui existaient même pas. Le physio, oui. La physiothérapie, oui. Il y en avait même c'était pas si fréquent, populaire que ça. Moi, je me souviens, je me suis blessée pendant Joe, j'allais voir des physios, puis ils comprenaient pas que j'accepte de danser avec des bottines d'armée, que j'accepte d'être aussi blessée puis de continuer. Il y avait une incompréhension totale de qu'est-ce que veut dire être un artiste en danse et c'est aussi on se malmenait aussi, faut le dire, on se malmenait. Malmené, oui. Hein. Oui, dans le sens... faire des mouvements qu'il faudrait pas faire. Exact. Puis je veux dire, je reprocherais rien à personne. Je me reproche de m'être malmené. Tu sais, c'est... Puis de pousser le corps à faire à faire des choses que c'est peut-être beau, c'est peut-être joli à regarder, mais finalement, ça a une conséquence. Du moins, je pense qu'on cherchait aussi, il faut le mentionner, que je viens d'une période aussi où on décloisonnait la gestuelle en danse.
Ah oui, c'est ça, c'était pas encore... Tu sais, c'était jeté par terre, l'énergie était brute. On cassait quelque chose. On cassait quelque chose. Fait que pour casser quelque chose, à un moment donné, ben, tu sais, je veux dire, on travaille avec le corps, fallait casser le corps. Tu sais, c'était... C'est un peu ça. Ouais, c'était un peu ça. Puis aujourd'hui, ben justement, on peut donner cet effet de cassure tout en se protégeant. Exactement. C'est exactement ça. Ouais. Tant mieux. Ouais. Et tant mieux qu'on est capable de le faire maintenant. Mais oui, donc, célébrons ça, justement, tous ces interprètes plus âgés qui peuvent nous montrer que le corps peut bouger. Puis c'est le fun aussi visuellement de le voir sur la scène, tu sais, d'en être témoin puis de faire que ça s'appelle. Parce que pendant un certain temps, je disais, c'est fou comme la danse appartient aux 30 ans, 35 ans et moins. Je disais, c'est comme... C'est un drôle de message qu'on lance. Bien qu'en allant le voir, parce qu'il faut que le corps soit en forme, beau et jeune et frais. Puis finalement, non, on est en train d'aller ailleurs. Ça, c'est cool. Dernièrement, moi, je me sais que les dernières fois qu'on s'était croisé, ou du moins que je t'avais vu, je t'avais vu pendant la pandémie répéter secrètement, illégalement, sur la montagne, tôt le matin. À 5h du matin. À 5h du matin, pour personne je pour personne ne voit pour les regroupements. C'était très, écoute, je me souviens, j'étais revenu dans le jogging, puis je disais à ma blonde, je pense qu'il y a une secte qui se rencontre à la montagne tôt le matin, où ils font des prières, parce que de loin, je voyais le groupe, je disais, oh boy, il se passe quelque chose. Puis c'était tout, ça bougeait ensemble. Puis après, c'est quelqu'un qui m'a dit, non, on répète un chose. Ah boy. Mais ça, c'était quand même excitant, cette période-là. Absolument. Il se passait quelque chose. Il se passait quelque chose qu'il fallait... Il y a eu un peu d'égalité là-dessus, mais fallait faire des choix aussi pour continuer à faire à pratiquer, à faire ce qu'on fait, tu sais. Donc, et dans ton cas, t'as continué à tout le temps, en fait, t'as toujours continué à créer malgré même cette crise-là. J'ai beaucoup créé pendant cette période-là. Ouais, parce que j'ai fait d'heureuses découvertes et auxquelles on m'associe beaucoup en ce moment, mais il y a eu un heureux hasard. J'ai travaillé avec un chorégraphe marocain, puis Taoufik Izidiou, puis on a commencé à travailler ensemble sur un projet en 2019, juste avant la pandémie. Okay. Puis quand la pandémie est advenue, il a fallu qu'on interrompe le projet, puis on s'est dit de part et d'autre, on va créer chacun de notre bord, puis on va s'envoyer de la matière, Puis Taoufik qui disait, hey, faut pas quand même aller créer dans le studio. Il dit sortons des studios. Allons dehors. Et lui, le premier bande vidéo qu'il m'a envoyé, il avait travaillé sur des toits à Marrakech. Okay. Puis ça a été un élément déclencheur pour dire, c'est vrai, je n'irai pas en studio, j'irai pas. Premièrement, on a fait un essai, puis on s'est dit, on n'a plus le goût de retourner là. Okay. Fait qu'on est allé, d'où le fait d'aller dehors, puis tant qu'aller dehors, d'y aller à 5h le matin, tout changer les heures. Tu sais, on répète toujours aux mêmes heures, puis j'ai dit, pourquoi on répéterait pas au lever du soleil, par exemple? Mm-hmm. Et ce qui est un pas pire trip. Ben, c'est vraiment trippant. C'est dur de se lever. Ouais, mais une fois que t'attrapes le... Exact. Une fois que t'attrapes. Moi, la pandémie, c'était ça. Je faisais mes levées à 5h20, puis je courais à 5h30. Ouais. Puis je me suis... Parce que c'était les heures, c'était l'heure qu'on avait le droit de sortir dehors. Puis j'aimais tellement ça. C'est resté presque une habitude maintenant encore aujourd'hui. Ces habitudes matinales-là, ces matins-là, calmes, là, tu le sais, toi et moi, on habite dans le même coin, sur le plateau. On se croisait souvent. On se croisait ça, mais tu sais, tôt le matin sur le plateau, c'est extraordinaire. Ouais. T'entends les oiseaux, il n'y a pas de voiture, c'est comme... C'est le calme, puis la folie. Là, tu sens ça à 7h, ça commence à grouiller un peu. Exactement, t'entends le vrombrissement, t'entends ça. Puis aussi, nous, on aimait répéter tout le matin parce que on n'était pas vus, premièrement, puis on était plus dans des expériences somatiques, donc on avait besoin de silence. Puis on s'en rendait compte aussitôt qu'on finissait vers 9h. Ah ouais, la vie était plus du tout pareil. Malgré la pandémie. Et malgré la pandémie, il y avait encore quelques voitures qui se promenaient pour le train. Jamais comme maintenant. Jamais comme maintenant, parce que maintenant, 9h le matin, c'est l'enfer. Mais tu sais, c'est ça. Donc, toi, tu as commencé donc à utiliser les espaces extérieurs. Pour créer. Oui. Et ça a resté une pratique pendant un certain temps, ça. Ben, jusqu'à tout récemment, parce que j'arrive d'Italie, justement, je suis revenue il y a je viens de finir là en juillet. J'ai développé ce que j'appelle des projets, un cycle de création qui s'appelle les scénographies paysages. Donc, aller créer dans des lieux
exceptionnels qui deviennent d'une certaine façon scénographiques. Mhm. Parce que ça a commencé pendant la pandémie, je suis allée à l'île d'Orléans pour la première fois, je dois l'avouer. Correct. J'étais jamais allée et j'étais à la recherche de la maison de mes ancêtres, de mon ancêtre, et je suis tombée sur la forêt des Lys, qui est un lieu patrimonial québécois, un ancien chantier maritime. OK. Donc toutes les listes de béton sur lesquelles étaient glissés les bateaux sont restés dans ce lieu-là, dans cet espace-là sur le bord du fleuve, mais a poussé à travers ces listes de béton une forêt. Donc, abandonné, mais Oui, par-dessus, il y a toute cette forêt-là qui habille. Oui, et c'est un lieu muséal où on valorise les goélettes, comment je veux dire, les bateaux de cette période. Mhm. Et quand j'ai vu ça, j'ai fait comme, oh, c'est une scénographie extraordinaire en background avec le background, c'est le fleuve, on est sous la canopée de... Et j'en parlais avec Martin Boisjoli, avec lequel je développe des projets. Il dit, fais-le, on le fait. On fait un show, là. OK. Et en parlant avec différents producteurs, avec le musée de Saint-Laurent, du chantier maritime de Saint-Laurent, avec la Rotonde de Québec, nous, tout ça, on a associé des gens dans ce projet-là, puis on a créé une pièce. Mais ils devaient être contents parce que c'était la première fois que ça devait arriver. Oui. C'est ça, d'utiliser un espace comme ça pour faire... Puis là, tout d'un coup, d'avoir des gens qui viennent voir un spectacle de danse. Exactement. Puis aussi, on était en période pandémique, il n'y avait pas de théâtre, il y avait pas les théâtres étaient fermés. Et c'était une façon de créer dans un lieu extérieur, mais qui devient pendant cette heure-là un théâtre. Ouais, autre chose. C'était magnifique, en fait. Puis c'était ton premier essai, C'était mon premier essai. Ça s'est poursuivi au Jardin de Métis. D'abord dans la véranda conçue par l'architecte Pierre Thibault. Et l'année suivante, j'y suis retournée. Et là, j'ai fait plus un parcours déambulatoire qui se terminait encore dans la véranda de Pierre Thibault, donc au Jardin de Métis, avec une collaboration avec le Conservatoire de Rimouski pour la musique. Donc, 3 projets en ligne. Et c'est comme ça qu'après, on m'a invité à en créer un en Sardaigne, en Italie, dans des lieux extraordinaire. Époustouflant, oui, c'est ça, j'en suis certain. Des scénographies époustouflantes, comme... Mais il doit y avoir quand même un défi, parce que, tu sais quoi, est-ce que tu joues avec lumière naturelle? Oui, toujours. Toujours lumière naturelle? Mon premier projet, je ne l'ai pas fait en lumière naturelle, puis en fait, on a été obligé d'avoir une lumière d'appoint pour les spectateurs, mais depuis, je change les heures pour toujours être en acoustique et en lumière naturelle. Mais il y a des moments comme à Rimouski, au Jardin Métis, il a fallu qu'on amplifie le quatuor à cordes. Ouais, des fois, parce que le vent, faut en donner un peu, c'est ça. Mais là, j'ai fait en Sardaigne complètement des chants a cappella, des chants sardes a cappella. Donc, oui, ça fait que c'est devenu comme, puis j'ai d'autres projets en développement. Qui vont continuer un peu cette série-là. Cette série-là, finalement, je pensais jamais dans ma vie faire ça. Pourquoi? Parce que je suis très associée à la scène. Mais est-ce que c'était quelque chose... Je veux dire, la pandémie t'a ramené à réfléchir autrement. Sur ça, évidemment. Là, oui, mais faut dire aussi que je suis très contemplative de la nature, des espaces naturels. Je suis très proche de ces environnements-là. Je suis toujours à la recherche de cette beauté naturelle, de ces environnements-là. Mais j'avais jamais pensé y produire quelque chose. Là, j'ai commencé à le faire, puis c'est devenu comme c'est une pratique, hein, c'est un défi, c'est un très grand défi. En Sardaigne, c'était un très grand défi. Mais je suis hantée par ces propositions-là. C'est vraiment intéressant. C'est très intéressant. Puis un retour en salle un jour? Oui, oui. Il faut. J'ouvre la saison de l'Agora de la danse, là. Hey, parlons-en de ça. Ouais. Ça, c'est quand? C'est septembre, 18, 19, 20 septembre. 18, 19, 20 septembre. Et là, tu y vas avec une nouvelle création? Non. En fait, oui.
avec Et une non. création qui a pas été présentée à Montréal, mais qui a OK. été présentée à Marrakech déjà, puis à Montpellier dans le cadre du festival Montpellier de danse. Donc c'est la première C'était l'année montréalaise. passée à Montpellier, non? C'était pas... C'était l'année passée. C'est oui, ça. oui. OK. Et l'année passée aussi à Marrakech au festival OK. de danse contemporaine. Peux-tu de en Marrakech. parler un peu du show? Oui, on peut en parler. En fait, c'est un projet assez exceptionnel aussi. C'est une co-création avec un chorégraphe marocain, berbère, un chorégraphe berbère, donc de Marrakech. Et on s'est rencontrés là-bas. Il m'avait invité à présenter mon travail à Marrakech. Finalement, on n'a pas eu les disponibilités budgétaires pour le faire. Il m'a dit, viens quand même pour mieux comprendre nos réalités là-bas. Et nous étions une délégation montréalaise à se rendre là-bas pour développer différents projets. Parmi les projets qui ont été développés, il y a eu cette idée je voyais la communauté là-bas. Taoufik, c'est un grand pédagogue. Moi aussi j'enseigne. Je dis pas que je suis une grande pédagogue, mais j'enseigne. Et on a décidé de faire un projet commun. De faire une co-création, entre autres parce qu'il voulait que les artistes avec qui il travaille au Maroc aient l'opportunité de travailler avec une autre chorégraphe, une autre pratique, une autre dimension dans le travail. Fait qu'on a décidé de co-créer et le projet Montréal-Marrakech, c'est ça. C'est une rencontre entre deux chorégraphes, deux artistes interprètes de Marrakech et deux artistes interprètes de Montréal. Et c'est cette chimie, ce monde mis ensemble qu'on a développé, deux écritures quand même relativement différentes, deux rapports au temps, deux rapports à la musique qu'on a réunis ensemble avec des concepteurs montréalais quand même, dont Ben Chimie, que tu connais. Bon copain, oui. Et qui est fantastique dans ce milieu de danse. Vraiment. Honnêtement, les gens, je trouve que les gens le connaissent un peu à cause de son band, mais vraiment c'est un super musicien, c'est un compositeur aussi là à la base, puis qui s'adapte à toutes les formes. Puis là vous autres, vous avez dit c'est votre deuxième collaboration ensemble, je pense. Je pense qu'on est rendu à notre sixième. OK. Parce qu'on collabore encore en ce moment sur un projet qui va être présenté à l'usine C l'année prochaine. OK. Donc tant mieux. oui, on se fait plusieurs projets qu'on fait parce qu'il a contribué à la Forêt Mix, premier projet que j'ai fait en extérieur à l'île d'Orléans, c'était avec lui. Ouais, ça je me rappelle. Oui, c'est ça. Donc et après on a collaboré sur des différents projets. Unfold. Oui, Unfold. C'est un projet important quand même. Ben oui. Puis là, dans ce cas-ci, c'est la musique que lui avait créée pour l'année passée à Montpellier, puis tout ça, et au Maroc. Là, les interprètes qui vont être là, ça va être un mixte. Oui, c'est vraiment... à Montréal, c'est les interprètes à l'origine de la création, c'est Chourouk et Moad sont originaires de Marrakech, puis Myriam, Arsenault, puis Abe, Mijnir sont donc, de Montréal. c'est 4 interprètes? C'est 4 interprètes. OK, quoi de ça? Oui. OK, cool. Mais je vais aller voir ça, c'est certain. C'est particulier parce que c'est deux écritures qui se rencontrent. Tu sais, souvent, on me parle de cette création. Je dis, écoutez, c'est plus qu'une création, c'est une expérience. Puis je pense que le spectateur, quand il vient assister il vient assister à une rencontre. Une rencontre entre deux pays, deux cultures vraiment, je dirais à la limite très éloignées, mais on s'est retrouvés dans l'écriture, tu sais, fait que c'est un projet c'est un projet qui m'a été important, qui est encore important. Puis c'est le fun aussi de le présenter ici à la maison, là, tu sais. De présenter des projets justement de remettre les mains dedans. Est-ce que ça arrive encore oui, ça arrive quand avec ta compagnie, des fois qu'il y a un show qu'on laisse tomber puis que pas de temps plus tard, il va repartir en tournée. C'est le fun de faire ça. Oui, c'est le fun. Confrontant. Ouais. J'ai toujours demandé de reprendre une vieille, une œuvre du passé, la remonter, mais surtout quand on a tu sais, depuis que t'as créé une œuvre, t'as changé, tu sais. Il y a des choses mais là, je change que tu penses pas. Plus tant que ça. Oui, je suis certain que oui. Ben, dans le sens, je rigole. Dans le sens où, des fois, je me dis, en fait, il faut choisir les bonnes raisons pour reprendre une pièce. Tu sais, si on me demandait tu sais, par exemple, on m'a demandé de reprendre Unfold, on va le reprendre l'année prochaine. Vous allez le faire où?
En Europe. En Europe, OK. Oui. OK, OK. Et parce qu'on devait la faire en Europe à plusieurs endroits, puis il y a eu la pandémie. C'est ça. Fait que là, mais j'ai eu l'occasion de la reprendre à l'UQAM avec les étudiantes du département de danse. OK. Puis il y a peu de gens qui avaient vu cette pièce-là, parce que je l'avais fait qu'au FTA, au Festival France-Amérique. Puis les gens me disaient, oui, mais ça sort d'où cette pièce-là? Quand est-ce que tu l'as fait? Puis là, je disais, écoutez, j'ai fait ça en 2019. Puis c'est vrai que je la trouvais vraiment pertinente encore. Tu sais, comme j'ai quand même assez de recul pour dire, hey, cette pièce-là, Ça fonctionne. on la remonte. Ouais, On la ça. remonte. On la tourne. Parce que des shows que les gens remontent, puis tu fais, c'était-tu nécessaire? Il y en a, ça existe des fois, là, tu sais. Des fois, puis je suis certain qu'il y a des créateurs qui doivent hésiter des fois de mettre les mains dans le passé un peu, puis des fois, un show, des fois, appartient à une certaine époque. Tu sais, c'est absolument, mais c'est tout le temps un peu, c'est confrontant. Mais là, oui, ce show-là va être présenté. En même temps, toi, tu continues à élaborer plein d'idées pour d'autres trucs. Oui. Comme tu dis, tu vas enseigner cet automne. Après Noël, tu vas avoir beaucoup de temps libre. Ouais, mais je suis en création pour une nouvelle pièce aussi qui s'élabore tranquillement sur une longue période. C'est-à-dire, je crée pas à chaque semaine, là, c'est interrompu. Non. Ouais. Mais j'ai des bons blocs de création pour présenter la pièce en 2025. 2025? Ouais, à l'automne 2025. OK, Ouais. avec qui? Quand même. Pour un festival ou pour Montréal? Ah, tu peux pas en parler encore. Moi, non, dis-le pas. Montréal. À Montréal. On va dire à Montréal. Ça va te présenter. Ouais. C'est bon. C'est juste vis-à-vis le diffuseur, je sais pas si non, faut pas faire ces erreurs-là. Je préfère qu'on le couvre que de couper le montage. Mais, et là, cette fois-ci, est-ce que tu y vas avec des interprètes avec qui tu es habitué de travailler, ou tu continues à aller chercher? Parce que, tu sais, t'as acheté ça, comme je te disais tantôt, tu as intégré beaucoup de jeunes. Est-ce que la compagnie est plus stable quant aux interprètes? Ouais. Ben, en fait, là, c'est comme, il y a une espèce de revirement. Okay. Parce que c'est une pièce à 8 interprètes. Okay. J'ai fait le choix de travailler cette fois juste avec des femmes. Ça faisait longtemps que je n'avais pas, que j'y pensais, que j'avais ce désir-là. Bon, j'adore travailler avec des interprètes masculins, mais pour moi, c'était important, cette parole-là, cette prise de parole-là. À ce point-ci, elle était importante. Okay. En fait, c'est pas une pièce sur les femmes, mais en l'occurrence, c'est une pièce qui va être portée par des femmes. Fait que pour moi, il y a une différence entre on a le droit de faire des shows avec juste des femmes sans être une pièce entièrement féministe, politique, tout ça, tu peux faire, tu sais, aujourd'hui, tout est possible, là. Tout est possible, puis le spectre est large, elle a sa dimension il peut avoir aussi des aspects, mais non, mais après que ça soit... pas le sujet. C'est ça, que ça soit un acte posé féministe entièrement. Non, il peut y avoir des parties d'autres, mais c'est ça, on n'est pas... C'est pas parce que c'est un cast entièrement féminin que ça dicte les propos, tu sais, aussi. Et en fait, moi, je ne saurais pas faire une pièce dite féministe si je le suis, tu sais, ça fait que ça transpire dans les choix que je fais. Et bon, j'ai choisi des femmes aussi qui, pour moi, représentaient un spectre. Qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui être une femme? Il y a un spectre. On ne porte plus ce genre, on ne porte plus cette question de la même façon. J'ai des femmes dans le groupe qui sont mères. Ça, c'était hyper important pour moi. Des femmes qui ne le sont pas, qui ne désirent pas l'être. Tu sais, pour moi, c'était important d'avoir quand même un spectre, et c'est pour ça j'aurais pas pu le faire avec 3 interprètes. Là, 8. Ah, 8? OK. Ouais, une grosse prod. C'est une grosse prod. Ouais. Et aussi, de différents âges, de différentes cultures de danse, de différentes origines. Donc, pour moi, c'était important d'être un peu plus représentative de ce que ça veut dire aujourd'hui être une femme. C'est une bonne question. Ouais, mais c'est une bonne question. Toute la question de est-ce que ce sera féministe, ça, c'est... je peux vous le dire, c'est toute une gang de féministes. Fait que. Oui, il va en avoir. Hein. C'est-à-dire que c'est pas le sujet, c'est nous le sommes. Ça transpire de nos parts. C'est que tantôt, quand je parlais de ça, c'est que, tu sais, je veux dire,
quand on voit un show, mettons, avec 8 interprètes féminines, des gens vont dire, bon, OK, là, ça va déclamatoire sur le sujet. C'est pas obligé de l'être. Non. Ça peut être incarné, par contre. C'est incarné, Ça peut être incarné juste physiquement par la présence, par être. Être, c'est ça. Et après, il y a d'autres propos qui émanent de tout ça. Là, puis c'est sûr qu'on a une charge musicale importante. Oh yeah! Oui, parce qu'il y a comme un dialogue qui s'établit, puis c'est pas par Ben Chimie est là, c'est sûr, parce que Ben, c'est un collaborateur, un artiste avec qui en fait, Ben, c'est un artiste avec qui j'aime discuter musique. J'aime discuter son. J'aime discuter dramaturgie sonore. On peut avoir mais il y a de fun à jaser, là. C'est sûr. Tu t'installes, puis on commence à se faire jouer un peu de musique, puis on discute à travers ça. C'est quelqu'un de fun avec face. Ouais. Puis il y a une grande connaissance de trucs que je connais pas. À chaque fois, il me fascine, il m'amène dans des... À chaque fois qu'on a parlé de musique, tu connais ça? Jamais. À chaque fois qu'ils vont me dire, tu connais ça? Je le connais jamais, cette affaire-là. Bon, ça, c'est cool. Là, mais là, il y a lui qui est là au centre de ça. Il est là, mais il y a aussi un fantôme dans l'espace qui est Wagner. Qui est, c'est ça. Tu vas là? Ben oui. Ça fait longtemps que je vais aller là. Mais j'y suis déjà allée. OK. Quand même. Ouais, une pièce que j'ai fait à l'UQAM, d'ailleurs, au département de danse pour les étudiants. J'avais utilisé l'ouverture de Parsifal. OK. Et, là, t'oses aller là malgré là, tout, parce que là, aujourd'hui, c'est encore tiraillant. Il y a des orchestres qui annulent un peu de Wagner ici et là. Bon, écoute, après, chacun son truc. Moi, je m'en suis jamais caché. J'adore Wagner. Ben, c'est ça. Le problème qu'on rencontre, attends, j'adore l'œuvre de Wagner. On va être précis sur mes propos, quand même. C'est de la belle musique. Il y a un côté sublime, mais pour moi, c'est toute la tension que cette musique génère que je trouve intéressante à confronter, puis à utiliser le potentiel de cette confrontation comme sujet. Ça, je trouve ça intéressant. Ouais. Puis j'en ai besoin pour justement générer cette tension. Mais quand tu parles de tension, t'as raison en plus, parce que écoute, Wagner, ça peut partir sur une tension qui dure 8 minutes, là. Ben, c'est ça. Puis là, t'es pas au bout de l'idée de ce qu'il y a, puis ça module, puis ça continue, puis ça te frotte, puis l'harmonie change, des longs phrasés. Ça, c'est le fun pour une chorégraphe, là, de jouer avec ça. Là. C'est intéressant de jouer avec cette tension-là, justement, sur des longs spectres, sur des longs développements, mais je pourrais pas chorégraphier que là-dessus, c'est clair. Pour moi, c'est un éléphant dans la pièce, en quelque part. Tu sais, c'est un des éléments dramaturgiques. C'est sûr que c'est une musique qui, à certains égards, peut être sublime. Et que cette dimension sublime, je la chéris. Mais c'est une musique qui peut aussi profondément nous agacer. Et c'est comment dealer avec ça. J'aime cette confrontation-là, j'aime cette tension, puis j'aime voir comment ces femmes réagissent à ça. Puis toi, tu t'en vas dans quel répertoire de Wagner cette fois-là? En ce moment, on est en train de choisir les œuvres, mais c'est sûr qu'il est plus facile d'utiliser les parties transitionnelles ou les ouvertures parce que elles sont plus permissives. C'est plus facile aussi. J'aime pas couper les œuvres en général et j'aime pas les chopper là. Jouer là-dedans, j'aime les utiliser dans leur intégralité, mais la façon dont on les utilise en ce moment, en fait, on les intègre dans une machinerie qui est actualisée, tu sais, fait que là, c'est un défi. Est-ce que je vais aller au bout de ce défi-là? Tu sais, des fois, je me pose la question. Pourquoi pas? Mais c'est original, en tout cas. Mélanger avec des trucs de Ben en plus à travers ça. Yeah! moi, je dis oui. Moi, je dis oui à cette proposition-là. Écoute, mais il n'y aura pas de Tristan et Isolde là-dedans, si tu coupes. Non, j'ai pas de Tristan et Isolde parce que c'est trop beau, c'est trop... Non, puis couper là-dedans, c'est un crime. C'est un meurtre. Tu fais pas ça, tu laisses ça. Comme, tu peux le faire, n'importe qui peut le faire, tu peux le faire n'importe comment. Mais de A à Z. Mais, tu sais, je trouve que Lars von Trier l'a tellement bien utilisé, tu sais, répétition dans son œuvre, tout ça, je suis hantée par ça. Mais j'essaie de... puis dernièrement, c'est quoi le film féministe que j'ai vu? Film de vengeance extraordinaire. Tu sais de quoi je parle? La fille qui veut venger la mort de sa meilleure amie en faisant comme... Non, c'est pas ce film-là. Attends, faut que je le trouve. Faut que tu me le trouves. Colligan,
comédienne Colligan. Écoute, puis moi, quand il y a du Wagner dans un film, je suis toujours, écoute, faut que ça soit bien fait, là, parce qu'il faut que ça soit utilisé de ma façon. Carey Colligan, voilà, elle joue dans, je vais te le trouver parce que sérieusement, c'est vraiment trop cool. Film, le film avait eu une nomination aux Oscars, justement, parce que c'est un film assez choquant, là. C'est pas oui, vas-y, tu l'avais. Intimidation? Non. Non, ça ressemblait à ça. Je l'ai pas. Je vais prendre une photo quand tu vas le trouver, que j'aille voir. Là, à cause de ça. Ça va. Est-ce que ça se passe dans des montagnes? Non, ça se passe en ville, puis c'est vraiment dur, c'est un film. C'est un film super dur. Ça m'a fait capoter, ce film-là. Puis là, tu vois, j'ai sa page. Bon, je vais te le dire dans un instant. Puis ça m'avait quand même impressionné parce que c'est une espèce de... Encore une fois, dans le film, c'est super tragique, là. Mettons, dans la façon que c'est... la façon que au moment que le Wagner apparaît, ça devrait être un moment paisible. Finalement, non, c'est encore pire quand c'est illustré de même. Parce que moi, ça m'avait bien choqué. Je l'ai... Promising Young Woman. Promising Young Woman. Ça, c'est un très bon film. Mais c'est très pas choquant. Celui-là. C'est celui-là. Film, tu sais, c'est et comme il te garde, je vais te dire, là, comme il est. Oui, c'est dans ce film-là qu'il y a du Wagner. Promising Young Woman, un film de 2020. Ils disent A Black Comedy, Crime Drama, Feminist Film, Rape and Revenge, Vigilant Trailer. Tu peux pas être plus. Ouais, puis c'est un film. Écoute, la scène d'ouverture est tellement angoissante. Ouais. Tu vas capoter d'écouter ça. Puis l'utilisation de Wagner est vraiment trippante. Mais ça, absolument, je vais voir ça. Écoute-là, parce que, puis en plus, tes interprètes n'ont pas vu ce film-là, ils doivent le voir absolument. Ben, je vais aller chercher ça tout de suite. Non, tu vas triper. Ouais. Mais donc ça, c'est sûr que c'est comme quelque chose, tu sais, je te dirais, je suis là-dedans, là, puis je vois à quel point, tu sais, c'est vraiment... Tu sais, je pourrais marcher sur des œufs d'une certaine façon, puis en même temps, je fais comme fuck. Non, fonce aussi dans le tas, là. On va foncer dans le tas un peu. Ouais. Puis il faut essayer. Ben, écoute, à un moment donné, il faut essayer, là, parce que sinon, regarde, la preuve, le temps passe vite. Puis là, c'est le temps de créer, là, encore, là, comme tu dis, tu sais. Il faut, là, tu prends ta pause. Là, ce show-là, tu recommences, faut le répète en janvier, au fond, c'est ça? Ou tu continues en mars. En mars. En mars, tu continues là-dessus. C'est pour l'automne suivant. En fait, tu sais, je vais avoir des blocs. Des blocs comme ça. Importants. Ça va te manquer, l'enseignement? Ça va me manquer, c'est sûr. Puis j'y reviendrai d'une autre manière, de façon moins échelonnée sur 15 semaines. Ou, avec des plans courts. Non, honnêtement, j'adore enseigner. J'adore le lien avec les étudiants, j'adore ça. C'est la camaraderie aussi. La camaraderie, les rencontres. Avec mes collègues aussi, tu sais, tout ça, il y a pas de problème. C'est un beau département. Oui, puis c'est un beau département. Absolument. C'est quand même cool, là. Ouais. Écoute, on arrive au moment du show que je vais demander, je sais pas si tu as fait une petite liste pour moi, de trucs qui t'influencent, des œuvres d'art, parce que le but de notre rencontre, entre autres, c'est de parler de toi, mais parler aussi d'œuvres qui sont marquantes ou importantes pour toi, ou genre je dis des livres ou des disques de chevet, c'est quelque chose qui est un classique important qui a tracé ton parcours et que tu souhaiterais partager à tout le monde. Est-ce que tu aurais des suggestions? J'ai oublié de regarder ça. Mais je suis sûr que c'est déjà dans ta tête, je te fais confiance moi là-dessus. Même un show de danse, tu sais, un show de danse qui j'aimerais ça transformé. Parler de danse, parce que souvent on hésite à nommer, comme chorégraphe, on hésite à nommer d'autres. Les autres, d'autres, puis il y a des créateurs qui en danse me fascinent quand même. Comme Attends. Qui? Bon, allez, je vais nommer qui est-ce que j'ai vu plus récemment? Mon Dieu, j'arrive pour nommer. J'espère que tu vas me couper là, quand tu vas m'entendre hésiter comme ça. Moi, je fais pas de montage. On y va. Pas de montage. Moi, OK, let's go. C'est une conversation brute. En fait, les chorégraphes qui m'ont le plus influencé ne pratiquent
plus. Ah, OK. Mais parmi les Mais on peut quand même consulter leur travail, je présume, ici et là. Ouais, mais il y a eu une période où j'ai beaucoup, bon, je pourrais nommer Pina Bausch, mais c'est trop, c'est un classique, là, tu sais, c'est comme dire Vivaldi ou... Ouais, mais c'est un tu sais, Pina Bausch, mais moi, elle je est trouve... encore, c'est tellement pertinent, son travail encore, tu sais, je l'ai vu récemment à la Place des Arts, là, quand Ils sont venus, ouais. Ils sont venus Je l'ai pas- l'année c'était bien? passée. C'est très bien. Toute une nouvelle génération de danseurs. Mais Moi, ça, c'est ça que je trouve extraordinaire. Ben, de cette compagnie-là, c'est ça qui est extraordinaire, c'est que, bon, Ouais. elle n'est plus là. Les gens continuent à faire ses œuvres, du moins, on ressent sa ligne conductrice. Je présume, moi, j'ai pas vu les nouvelles. Tu sais, moi, mettons, j'ai vu quelques shows. Tu sais, il y en a plusieurs shows que tu peux louer, que tu peux écouter, tu sais, en DVD à la Bibliothèque nationale. Moi, j'ai vu à l'époque qu'elle était présente sur ces créations-là. Ouais. J'ai pas vu la nouvelle génération, mais que toi, quand tu la vois, tu sens la signature, mais tu sens aussi la signature des jeunes. Est-ce que... Moi, je sens que il y a quelque chose de fantastique qu'il faut nommer, qu'ils font. Puis je pense Boris Charmatz, qui est à la direction de la compagnie, là, pour le moment, essaie de poursuivre d'une certaine façon. C'est la passation du répertoire. Ça, c'est quelque chose dont on parle pas beaucoup. Mais c'est ça qui est beau dans l'œuvre de Pina Bausch, c'est qu'ils ont fait des passations de répertoire, mais ils l'ont fait avec des adolescents. Ils l'ont fait avec des personnes âgées, des personnes de plus de 70 ans. Mais ça, j'ai vu ça. Des extraits, on le voit dans le documentaire de Pina Bausch, où est-ce qu'ils prennent des interprètes de différentes générations, puis c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. C'est comme une autre façon de concevoir l'idée de répertoire. Mm-hmm. Ça, toutes ces démarches-là, je trouve ça extrêmement pertinent puis intéressant parce que c'est à la base c'est un répertoire qui est très riche, puis au lieu de le passer puis juste de le faire réinterpréter par de nouveaux interprètes, ça va plus loin que ça. C'est de voir comment de très jeunes, des adolescents réagissent par rapport à cette œuvre-là, comment on les forme, comment on les informe. Ouais. Et ça donne tout un sens à la notion de transmission. Fait que peut-être je nommerais plus ce projet-là que la chorégraphe comme telle, même si c'est une des plus grandes. Oui. Je veux dire, Puis tu sais, c'est fait. Moi, j'adore regarder des vidéos d'elle, quand elle parle, puis qu'elle fait répéter, puis tout ça, c'est charismatique à un point, puis d'une intensité extraordinaire. C'est agréable autant que ses œuvres, que c'est super beau, mais OK, c'est un classique. C'est un classique, mais il y a d'autres gens. Il y a d'autres gens que tu disais. Ben, moi, j'aime bien, j'ai été très emballée par les œuvres de Sharon Hill, par exemple, qui maintenant œuvre beaucoup en Europe. Bon, c'est pas une jeune chorégraphe, je sais pas quel âge elle a, mais je pense que on a découvert cette année à Montréal son œuvre. Pourtant, elle était déjà venue il y a plusieurs années, au moment où elle avait succédé à Ohana Arin. Elle avait été celle qui l'avait momentanément remplacée à la direction artistique, mais maintenant elle a sa propre compagnie, puis son œuvre est d'une telle puissance, c'est-à-dire que ce que j'admire beaucoup chez elle, c'est l'écriture dans le corps, c'est très puissant, ces chorégraphies sont d'une grande simplicité, tu sais, je l'admets. On dit beaucoup d'elle qu'elle fait tout le temps la même affaire. Bon, je l'admets, mais je suis fascinée de voir comment elle a développé son langage à travers ça, chez le corps. Fait que ça, est-ce qu'elle reviendra? Je ne sais pas. J'ai été fascinée par les écritures. C'est sûr que je m'intéresse beaucoup aux écritures qui viennent de pays différents de l'Europe, c'est clair. Le FTA est vraiment une occasion pour nous de découvrir aussi de nouvelles écritures. Fait que ça, je suis vraiment passionnée par ça parce que je m'intéresse au monde. Ah, mais le FTA, moi, c'est un incontournable. Tu sais, c'est curieux de voir le nombre de gens qui le connaissent pas, ce festival-là. T'sais, on est à Montréal, puis à chaque fois, j'ai même des amis qui œuvrent dans d'autres univers. Puis à chaque fois, je dis non, faut que t'ailles. Ce festival-là, c'est là que ça se passe. C'est là qu'il y a des choses vraies. C'est une fête. Pour moi, c'est une fête. C'est vraiment une fête. C'est vraiment une fête de liberté d'idées, d'essayer des choses. Puis, et en plus, essayer des choses
d'un haut niveau aussi. Tu sais, c'est toujours des beaux shows présentés au max. Là, tu sais. Ou des artistes qu'on n'aurait pas l'occasion de voir s'il n'y avait pas ce festival-là. Carrément. Fait que qui d'autre je pourrais nommer? Mon Dieu, que ça me vient pas facilement. Ah, musicalement, t'écoutes quoi ce temps-ci? Écoute, pour mon projet, tu vas rire, mais pour mon projet en Sardaigne, j'ai écouté énormément de musique, des chants sardes. Okay. Et je suis allée assez profondément dans cette recherche parce que je cherchais beaucoup des chants liés au travail. Vous savez, tu sais, ce travail dans les champs. Fait que là, c'était comme j'étais dans un autre monde, mais pendant je te dirais 2 mois, je n'écoutais que ça pour pouvoir développer ma compréhension de ces chants-là, pouvoir travailler aussi collaborer avec des gens, avec une personne qui allait travailler dans ce champ-là. Fait que étonnamment, mais ce qui m'intéresse là-dedans, c'est en Sardaigne, je travaillais avec une seule chanteuse, donc je m'intéressais aux chants a cappella solo, mais les polyphonies, tout ce qui est polyphonique pour moi, je peux passer ma vie à écouter des chants polyphoniques, autant des chants que des musiques polyphoniques. Fait que ça c'est vraiment un environnement. Mais j'écoute beaucoup aussi de musique électroacoustique. Ça bouge beaucoup ça bouge beaucoup, beaucoup, beaucoup. En art visuel, t'es-tu très art visuel? Je suis oui, quand même. Je vais beaucoup moins ces dernières années. Comment je pourrais dire? Tu sais, quand tu travailles beaucoup, là, comme je travaille beaucoup, tu as malheureusement moins l'occasion de fréquenter comme tu le voudrais les œuvres les œuvres des autres, malheureusement. Et encore une fois, je dirais que on va parler d'œuvres visuelles, mais pas de notre temps. Je me suis beaucoup inspirée parce que j'allais travailler dans un environnement nuragique en Sardaigne. Je me suis beaucoup intéressée à la culture à cette terre, l'ère nuragique. Et on parle de l'âge de bronze, là. On est loin, là. Je te parle mais quand je te dis que je suis obsessive, mais ces artisans ont développé toutes des sculptures figuratives qui ont inspiré beaucoup d'artistes de notre temps ou même de les jeux vidéo et tu vois que beaucoup de personnages proviennent de ces petites sculptures nuragiques de l'âge de bronze que j'ai eu l'occasion de voir dans un musée anthropologique à Cagliari. Et j'étais fascinée par la dimension contemporaine de ce travail, tu sais, mais pourtant on parle de l'âge de bronze. Et on retrouve ces figures-là dans de nombreuses sculptures, tu sais, comme d'aujourd'hui, de travaux. Je dirais beaucoup dans tout ce qui est l'infographie, dans tout ce qui est numérique, là, C'était transposé, là. Oui, ça a été transposé, puis j'aime beaucoup observer ces transpositions-là de différentes périodes. Ah, c'est cool, ça. Ça, c'est fun. Ça, c'est mes derniers petits objets. Mais je m'excuse, je parle d'affaires que vous pouvez pas aller voir. Non, mais... Ça n'a pas d'allure. Ça n'a pas d'allure. Non. Ça, les chorégraphes, ça se trouve. Hey, on a YouTube. Il y a YouTube. Avec YouTube, on peut tout trouver sur YouTube, non? Mais non, mais c'est super, regarde. Merci, j'étais vraiment content. En plus, ça faisait super longtemps qu'on voulait se trouver un moment pour se rencontrer. On parle du show qui s'en vient cet automne. On continue à suivre tes trucs. Je te souhaite une bonne dernière session. Profites-en bien avec les jeunes. Puis on se revoit bientôt. Merci. Cool. Vous venez d'écouter La Prescription avec Dr. Fred Lambert. À l'animation, Frédéric Lambert. Réalisation, montage, recherche et bons conseils, Olivier Chamberlain. Au logo, Joël Vaudreuil. La musique, le groupe Crabe. Jérôme Minière, Philippe B., Ben Chimie, Guillaume Beaulieu et Vincent Vertefeuille. Merci d'avoir été à l'écoute et à bientôt.